Pour mes 30 ans, surprise, 75 proches, visage glacial. Mon père me tend un dossier, les tests ADN. Tu ne es pas des nôtres. Rends-nous notre argent. Ma mère prend mes clés. C'est là qu'un inconnu a surgi en applaudissant. Je m'appelle Chloé. J'ai 30 ans. Et la semaine dernière, je suis entré à ma propre fête d'anniversaire pour découvrir qu'il s'agissait en fait de mon procès. 75 proches, pas un seul sourire. Mon père m'a tendu un dossier contenant des résultats ADN et a dit, « Tu n'es pas notre fille. Rembourse-nous. » Ma mère a arraché les clés de ma voiture directement de ma main. Ma sœur a filmé toute la scène pour TikTok. Je suis resté là, entouré de 75 personnes que j'appelais autrefois ma famille, et pas une seule n'a dit un mot pour me défendre. Mais alors, un homme est sorti de la foule. Un homme que mes parents avaient juré être mort avant ma naissance. Mon père biologique. Et il n'était pas venu les mains vides. Chloé. Oh mon Dieu, tu ne vas pas le croire. La voix de Manon perçait le haut-parleur de mon téléphone pendant que je notais les constantes vitales dans la salle de pause du service de réanimation. Ma sœur cadette m'appelait rarement, sauf si elle avait besoin de quelque chose. De l'argent, un chauffeur, ou quelqu'un sur qui déverser ses derniers drames d'influenceuse. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé en gardant une voix basse. Le travail de nuit exigeait le calme. Maman et papa organisent une fête surprise pour tes 30 ans. Ils invitent tout le monde. Tante Odile, oncle Gérard, les cousins de la Creuse, littéralement toute la famille. J'ai failli renverser mon café. Une fête pour moi? En 30 ans, mes parents ne m'avaient jamais organisé de fête d'anniversaire. Pas pour mes 18 ans, pas pour mes 21 ans, pas même quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, major de ma promotion. Mais Manon, ses 21 ans avaient été une extravagance à 15 000 € au Country Club de Saint-Cloud, sans invité, un gâteau à 5 étages. Papa avait fait un discours sur sa fierté pour sa petite princesse. Mes 21 ans? Un dîner tranquille à la maison. Maman avait fait un rôti de porc. Après, elle m'avait tapoté l'épaule en disant « L'argent est serré cette année, ma chérie. » Tu comprends? Je comprenais. Je comprenais toujours. Manon, tu es sûre, ai-je demandé prudemment. Maman et papa ne font pas vraiment de fête pour moi. Je sais, pas vrai? C'est ce qui rend la chose si spéciale. Ils ont dit que 30 ans, c'est important. Ils veulent faire quelque chose de bien. Elle a fait une pause. Tu dois faire semblant d'être surprise. D'accord? Je n'étais absolument pas censé te le dire. Je ferai semblant d'être surprise, ai-je promis. Après avoir raccroché, je me suis assise dans cette salle de pause, fixant mon café tiède. Peut-être que les choses changeaient. Peut-être qu'après 30 ans, ils me voyaient enfin. Je pensais que cette fête prouverait enfin que je comptais pour eux. Je n'avais aucune idée qu'elle prouverait exactement le contraire. La semaine précédant la fête, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai fait mes comptes. 7 ans comme infirmière en réanimation, 7 ans de garde de 12 heures, d'urgence vitale et de mains d'étrangers tenus pendant qu'ils rendaient leur dernier souffle. Et chaque mois pendant ces 7 années, j'envoyais 500 € à la maison pour aider mes parents. 42 000 € au total. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Je ne l'ai même jamais mentionné. C'est ce que fait la famille, non? On aide quand on peut. Pendant ce temps, Manon, avec ses 50 000 abonnés Instagram et 0 emploi rémunéré, vivait toujours au sous-sol de nos parents. Elle n'avait jamais contribué d'un centime. Le mois dernier, elle a demandé 8 000 € à papa pour investir dans son entreprise de création de contenu. Il a fait le chèque sans sourciller. Quand ma voiture est tombée en panne il y a 3 ans, j'ai demandé si je pouvais emprunter 2 000 € pour l'apport d'une Peugeot 208 d'occasion. Papa m'a regardé comme si je lui avais demandé un rein. Tu es une femme forte et indépendante, Chloé. Tu peux te débrouiller. Alors, je me suis débrouillé. J'ai pris un crédit, fait des heures supplémentaires, et j'ai tout remboursé moi-même. La voix de maman résonnait dans ma tête, Manon se cherche encore. Elle a besoin de soutien. Tu n'as besoin de rien de notre part. Tu es celle qui est capable. Celle qui est capable. Traduction, celle qu'il pouvait ignorer. Ce soir-là, en me préparant pour la fête, je me suis surprise à penser à quelque chose que j'avais enfoui depuis des années.
Je n'avais jamais vu mon acte de naissance, l'original. Maman disait qu'il avait été perdu dans une inondation en 2005. Chose curieuse, cependant, j'avais vérifié les archives départementales une fois par curiosité. Il n'y avait eu aucune inondation majeure dans notre région en 2005, mais j'avais chassé cette pensée. Pourquoi mes parents mentiraient-ils sur une chose pareille? Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. 3 jours avant la fête, j'ai reçu l'email que j'attendais depuis 5 ans. J'étais considéré pour le poste de cadre de santé. L'entretien était dans 2 semaines. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était enfin à portée de main. Il y avait juste un hic. L'hôpital exigeait une lettre de recommandation professionnelle, et ma directrice m'a suggéré de demander à quelqu'un ayant des liens avec le conseil d'administration. Quelqu'un qui pourrait témoigner de mon caractère et de mon éthique de travail. Votre père a siégé à notre conseil, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Jacques Delorme. Une lettre de sa part aurait un poids considérable. Alors j'ai appelé papa. Une lettre de recommandation? Il semblait presque ravi. Bien sûr, ma chérie. Je serais heureux d'en écrire une pour toi. J'ai failli pleurer de soulagement. Je te la donnerai à ta fête d'anniversaire, a-t-il poursuivi. Faisons un moment spécial, un père présentant l'avenir de sa fille à toute la famille. Quelque chose dans son ton sonnait faux, trop répété, trop lisse, mais je l'ai ignoré. Peut-être qu'il était juste sentimental. 30 ans était une étape importante après tout. Ça a l'air merveilleux, papa. Merci. Tout pour ma fille. Ma fille. Il ne m'avait jamais appelé comme ça avant. C'était toujours le titre de Manon. J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La promotion, la fête, la lettre, tout se mettait en place. J'étais même en avance sur mes économies pour mon appartement. 3 mois de plus et j'aurais assez pour un apport sur mon propre logement. Pour la première fois depuis des années, je me suis laissé croire que ma famille me voyait enfin. Me voyait vraiment. J'ai acheté une nouvelle robe pour la fête. Bleu marine, élégante mais pas tape à accent grave l'œil. Je voulais avoir l'air professionnel, digne. Je ne savais pas que je m'habillais pour ma propre exécution. Le soir de la fête, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain et je me reconnaissais à peine. La robe marine épousait parfaitement ma silhouette. J'avais soigné mon maquillage, subtil mais soigné, professionnel. J'avais même acheté un petit cadeau pour mes parents. Un album photo relié en cuir que j'avais passé des semaines à remplir de photos de famille. Ridicule, non? Apporter un cadeau à sa propre fête d'anniversaire. Mais c'était moi. Toujours à donner. Toujours à essayer de mériter quelque chose qui aurait dû être donné librement. Je me souviens avoir eu 10 ans, passant des heures sur une peinture pour la fête des mères. De l'aquarelle, une scène de jardin. Je pensais que c'était magnifique. Maman y a jeté un coup d'œil, puis a regardé le dessin de bonshommes allumettes de Manon et s'est extasiée. « Oh, ma chérie, tu es une telle artiste. Mettons ça sur le frigo. » Ma peinture est allée dans un tiroir. Je l'ai retrouvée des années plus tard, toujours roulée, jamais encadrée. À partir de ce jour, j'ai essayé plus fort, étudié plus dur, travaillé plus dur. Je pensais que si je pouvais juste être assez bonne, assez talentueuse, assez brillante, il me regarderait enfin comme il regardait Manon. 30 ans. 30 ans d'efforts. Avant de quitter mon appartement, j'ai vérifié mon reflet une dernière fois. Ce soir va être différent, me suis-je dit. Ils te font une fête. Ils sont fiers de toi. Papa t'écrit une lettre. Les choses changent. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. C'est là que je l'ai vue. Manon assise dans sa voiture devant mon immeuble, son téléphone braqué sur ma Peugeot. Et, ai-je appelé en m'approchant. Qu'est-ce que tu fais? Elle a souri, rangeant son téléphone dans sa poche. Rien. J'adore juste ta voiture. Je pourrais te l'emprunter un jour? Bien sûr, ai-je dit automatiquement. Elle a souri plus largement. Super. On se voit à la fête, sœurette. Quelque chose de froid a glissé dans mon estomac, mais je l'ai ignoré. J'étais doué pour ignorer les avertissements. Le restaurant Le Grand Chêne brillait comme une promesse. À travers les fenêtres, je pouvais voir la lueur chaude des lustres,
les ombres de dizaines de personnes bougeant à l'intérieur. Mes parents avaient réservé toute la salle à manger privée, chose qu'ils n'avaient faite que pour la fête de remise de diplôme de Manon. Je suis resté assise dans ma voiture un instant, répétant mon visage surpris, les yeux écarquillés, la main sur le cœur. Oh mon Dieu, il ne fallait pas. C'était bête, mais je voulais leur donner ce qu'ils voulaient. Je voulais que cette soirée soit parfaite. J'ai franchi l'entrée, mes talons claquant sur le sol en marbre. Une hôtesse m'a dirigé vers le fond. La réception de l'Orme ? Juste par ces portes, madame. J'ai pris une inspiration, poussé les portes. Silence. Pas de serpentin, pas de ballon, pas de cœur de surprise, juste 75 visages se tournant vers moi à l'unisson. Personne ne souriait. J'ai balayé la pièce, mon expression répétée figée sur mon visage. Il y avait oncle Gérard, les bras croisés, la mâchoire serrée. Tante Odile serrant son sac à main comme un bouclier, les yeux fuyant les miens. Des cousins, des petits cousins, des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Tous me regardaient avec quelque chose entre la pitié et le jugement. Pas de gâteau, pas de décoration, juste une longue table au centre de la pièce. Et sur cette table, un unique dossier rouge. Mes parents se tenaient derrière comme des procureurs à la barre. Papa tenait un micro. Chloé. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs, froide et formelle. Assieds-toi. Nous devons parler. Mes jambes ont bougé en pilote automatique. Je me suis assise sur une chaise qui avait été positionnée face à la table. Face à eux comme une accusée dans un tribunal. C'est là que j'ai remarqué la femme dans le coin avec une caméra. Pas une photographe de fête, une vidéaste. Ils enregistraient ça. Papa. Ma voix est sortie plus petite que prévu. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas répondu. Il a juste ouvert le dossier rouge. Chloé, sais-tu pourquoi nous avons invité 75 personnes ici ce soir ? La voix de papa était glaciale. Mon anniversaire ? Les mots sonnaient pathétiques même à mes propres oreilles. Non. Il a secoué la tête lentement. Pour servir de témoin. La salle a bougé. Des chaises ont grincé. Quelqu'un a toussé. Témoin de quoi ? Papa a sorti un document du dossier rouge. Sa main était stable. Entraînée, comme s'il avait répété ce moment. Ceci est un test ADN. Il l'a tenu en l'air pour que tout le monde le voie. Ta mère et moi avons soumis des échantillons il y a 3 mois. Les résultats sont formels. Mon cœur s'est arrêté. Tu n'es pas notre fille biologique. La salle a éclaté en murmures. J'ai entendu des halètements, des chuchotements, quelqu'un dire « je le savais ». J'ai toujours su que quelque chose clochait. Quoi ? J'ai agrippé la coudoir de ma chaise. C'est impossible. Tu n'es pas à nous, Chloé. Maman s'est avancée, le visage tordu en quelque chose de laid. Tu ne l'as jamais été. Nous t'avons accueilli. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Et comment nous as-tu remboursé ? La voix de papa est montée. En nous calomniant auprès de tes amis, en agissant comme si nous n'étions jamais assez bien pour toi. Je n'ai jamais. Nous avons des témoins. Papa m'a coupé la parole, désignant la foule. Des gens qui t'ont entendu te plaindre de nous, de la façon injuste dont tu étais traité, de la façon dont Manon avait tout et toi rien. Mon esprit vacillait. Oui, je m'étais plainte à des amis. Qui ne le fait pas ? Mais je ne les avais jamais calomniés. Je n'avais jamais rien dit qui n'était pas vrai. Papa a glissé un autre papier du dossier, un tableur Excel, des chiffres, des dates. Ceci est une liste détaillée de tout ce que nous avons dépensé pour t'élever. Nourriture, vêtements, éducation, logement. Il a fait une pause pour les faits. 500 000 €. Le chiffre a plané dans l'air comme une guillotine. Et nous voulons être remboursés. Avant que je puisse répondre, maman a bondi, ses doigts se sont refermés sur mon poignet, arrachant mes clés de voiture de ma main avant même que je réalise ce qui se passait. Cette voiture, elle a tenu les clés en l'air comme une preuve. Tu l'as achetée avec l'argent d'un travail que tu n'as obtenu que grâce aux relations de ton père. Techniquement, elle nous appartient. J'ai payé cette voiture moi-même. Ma voix s'est brisée. Chaque paiement, chaque centime,
j'ai les documents du crédit. Ton salaire vient de l'hôpital où Jacques était membre du conseil. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Sans lui, tu ne serais rien. Tu nous dois tout ce que tu as. J'ai regardé autour de moi désespérément. 75 proches, des gens avec qui j'avais partagé des dîners de Noël, des gens qui m'avaient fait sauter sur leurs genoux quand j'étais bébé, des gens qui m'avaient dit qu'ils m'aimaient. Pas un seul n'a bougé. Oncle Gérard a même hoché la tête. Elle a raison, Chloé. Ton père t'a ouvert beaucoup de portes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Souris pour la caméra, sœurette. Manon est apparue à mes côtés, son téléphone à quelques centimètres de mon visage, la lumière rouge d'enregistrement clignotant. C'est du contenu incroyable, a-t-elle chuchoté joyeusement. Mes abonnés vont devenir dingues. Drame familial, révélation ADN. C'est de l'or. Manon, arrête. Chut. Continue de parler. Les commentaires s'affolent. J'ai regardé l'écran. Elle était en direct. Des milliers de spectateurs. Les commentaires défilaient plus vite que je ne pouvais les lire. OMG, c'est dingue. La pauvre fille. Les parents sont des psychopathes. Fake. Ça doit être fake. Mais ce n'était pas faux. C'était ma vie qui était disséquée, diffusée, détruite. Et j'étais piégé sur une chaise entourée de gens qui étaient censés m'aimer. Pendant que ma propre sœur transformait mon humiliation en mépris. C'est alors que quelque chose en moi a changé. Dans le chaos, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un homme se tenant seul dans le coin le plus éloigné de la pièce, près de la sortie de secours. Il n'était pas habillé comme le reste de mes proches. Pas de blazer décontracté ou de robe de grand magasin. Son costume était cher. Gris anthracite, impeccablement taillé, le genre de tissu qui ne se froisse pas. Il avait l'air d'avoir environ 60 ans. Des cheveux grisonnants, une mâchoire forte. Et ses yeux étaient fixés sur moi, non pas avec jugement, non pas avec curiosité, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Je ne le reconnaissais pas. Il n'était pas de la famille. Ce n'était pas un ami de mes parents pour autant que je sache. Alors pourquoi était-il ici à un événement privé? Se tenant dans l'ombre comme s'il attendait quelque chose. À côté de lui se tenait une femme plus jeune en jupe crayon serrant un épais dossier beige. Elle vérifiait sa montre puis lui chuchotait quelque chose. Il secouait la tête à chaque fois. Patient. Observant. Chloé. La voix de papa a ramené mon attention. Tu écoutes? Qui est cet homme? Ai-je demandé à la place, pointant vers le coin. Le visage de papa a vacillé juste une seconde avec quelque chose que je ne pouvais nommer. Peur? Reconnaissance? Personne, a-t-il dit rapidement. Concentre-toi sur ce qui compte. Tu vas signer ce document. Jacques. La voix de l'étranger a traversé la pièce, profonde, calme, autoritaire. Tout le restaurant est devenu silencieux. Mon père a pâli. Pas encore, a dit l'homme presque doucement. Laisse-la d'abord finir de poser ses questions. La bouche de papa s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Maman a saisi son bras. Qui l'a laissé entrer? Jacques, qui l'a laissé entrer? Mais aucun d'eux n'a répondu, et l'homme au costume gris m'a simplement regardé, quelque chose changeant dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Je ne le connaissais pas, mais d'une manière ou d'une autre, lui me connaissait. Chloé. La voix de papa avait un nouveau tranchant maintenant. Le désespoir à peine dissimulé sous l'autorité. J'ai besoin que tu signes ce document ce soir devant tout le monde. Il a glissé un contrat sur la table. Je pouvais voir l'entête de reconnaissance de dette. Ceci t'oblige légalement à rembourser 500 000 € sur 10 ans, des paiements mensuels de plus de. J'ai besoin de temps pour lire ça, ai-je interrompu. Tu signes maintenant. Ses yeux ont dardé vers l'étranger dans le coin, puis sont revenus sur moi. Si tu ne le fais pas, nous te poursuivrons en justice. 75 témoins t'ont vu recevoir nourriture, abri, éducation de notre part. Tu l'as admis toi-même. Tu nous dois. Jacques. La voix venait de ma gauche. Tante Odile, la sœur aînée de maman, s'était levée de son siège.
Son visage était livide, ses mains tremblantes. Tu es sûr de ça? Elle parlait à maman, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers l'homme au costume gris. Si. S'il découvre ce que nous. Ce que tu. Tais-toi, Odile. La voix de maman était un claquement de fouet. Mais les reçus, ai-je dit, tais-toi. La salle est devenue silencieuse. Odile avait l'air de vouloir pleurer. Quel reçu, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Personne. Tante Odile. Je me suis tourné pour lui faire face entièrement. De quel reçu parles-tu? Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, a regardé maman, puis le sol. Rien, a-t-elle chuchoté. Je n'aurais rien dû dire. Mais j'ai vu sa main glisser vers son sac à main. J'ai vu la façon dont elle le serrait plus fort comme si elle protégeait quelque chose à l'intérieur. Martine. La voix d'Odile s'est brisée. Je les ai toujours. Ce que tu m'as demandé de brûler il y a 20 ans. Je n'ai pas pu le faire. J'en ai gardé. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi qu'il y ait dans ce sac à main, quoi que ces reçus prouvent, mes parents ne voulaient pas que je le sache, mais je commençais à comprendre. Je n'étais pas celle qui avait des secrets ici. C'étaient eux. Papa a bougé rapidement. Il a saisi le micro et s'est adressé à la salle. Sa voix résonnant dans les haut-parleurs avec une autorité répétée. Famille, amis, je veux que tout le monde soit témoin de ce moment. Il a fait une pause pour l'effet, balayant la foule. Ce soir, Chloé Delorme, la femme que nous avons élevée comme notre propre fille, reconnaîtra sa dette envers cette famille. Oncle Gérard a commencé à applaudir. Quelques autres se sont joints, incertains mais obéissants. Il y a 30 ans, Martine et moi avons ouvert notre foyer à une enfant dont personne ne voulait. Nous nous sommes sacrifiés, nous avons lutté, nous lui avons tout donné. Et voilà comment elle nous remercie. Avec ingratitude, avec des plaintes. D'autres hochements de tête. Maintenant, le récit fonctionnait. Je pouvais le voir se répandre dans la pièce comme du poison. J'ai toujours dit qu'elle était ingrate à marmonner quelqu'un. Jamais rien apprécié à approuver une autre voix. Chloé. Papa s'est retourné vers moi. Micro toujours en main. Signe le document. Excuse-toi auprès de ta famille et peut-être. Peut-être que nous pourrons encore avoir une relation. Manon a poussé son téléphone plus près. Dis quelque chose, Chloé. Mes spectateurs veulent t'entendre en paix. J'ai regardé le contrat. 1/2 million d'euros. Des paiements jusqu'à mes 40 ans. Tout mon avenir signé à des gens qui étaient en train de me démembrer publiquement. Et si je ne signe pas? Ma voix était plus stable que je ne l'espérais. L'expression de papa s'est durcie. Alors je contacte ton hôpital demain. Je leur dis que leur candidate cadre est une fraude, une menteuse. Une femme qui refuse d'honorer ses dettes. Il a souri froidement. J'ai été à leur conseil d'administration pendant 15 ans, Chloé. Qui crois-tu qu'ils croiront? La menace planait dans l'air. Ma carrière, mon appartement, mon avenir, tout ce que j'avais construit pour moi-même. Ils pouvaient le détruire avec un seul coup de fil. Je n'avais aucun levier, aucun pouvoir, aucun allié. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je suis infirmière en réanimation. J'ai tenu les mains de patients mourant à 3 heures du matin. J'ai annoncé des nouvelles impossibles à des familles. Je suis resté calme pendant que les alarmes hurlaient et que les cœurs s'arrêtaient. Et que tout sombrait dans un chaos contrôlé. Je ne craque pas sous la pression. Je ne peux pas me le permettre. Alors, j'ai pris une inspiration, puis une autre, et j'ai cessé d'être la petite fille effrayée qu'ils attendaient. Papa, ai-je dit, ma voix coupant à travers les murmures. J'ai une question. Il a froncé les sourcils. Ce n'était pas dans le script? Quoi? Tu as dit que je ne suis pas votre fille biologique. Que vous avez une preuve ADN. Je me suis penché en avant. Alors, qui sont mes parents biologiques? Silence. Eh bien, maman est intervenue rapidement. Ils t'ont abandonné. Ils ne voulaient pas de toi. Nous t'avons sauvé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je me suis levé lentement. J'ai demandé qui ils sont. Morts. La réponse de papa est venue trop vite. Tous les deux.
Accident de voiture il y a des années. Intéressant. J'étais surprise par ma propre fermeté. Donc, s'ils sont morts, qui vous a donné l'échantillon ADN pour le comparer au mien? La bouche de papa s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Les tests ADN nécessitent des échantillons de comparaison, ai-je continué. Tu ne peux pas juste tester mon sang et déclarer que je ne suis pas à toi. Tu as besoin de quelque chose pour comparer. Alors, l'ADN de qui as-tu utilisé? La foule a bougé. J'ai vu des regards confus, des sourcils froncés. La logique faisait son chemin. Ce n'est pas ton problème, a balbutié papa. L'ADN d'une personne morte. J'ai insisté. Comment l'as-tu obtenu? As-tu exhumé un corps? Avais-tu des échantillons stockés quelque part depuis 30 ans? Plus de murmures. Oncle Gérard a décroisé les bras. Ou, ai-je dit doucement, est-ce que l'un de mes parents biologiques n'est pas mort du tout? Dans le coin, l'homme au costume gris a fait un pas en avant, et pour la première fois, mon père a eu l'air vraiment effrayé. Oh mon Dieu, les gars, ça devient trop bon. La voix de Manon a brisé la tension. Elle était toujours en direct, narrant pour son public comme si c'était une émission de télé-réalité. Donc en gros, mes parents ont découvert il y a 3 mois que Chloé n'est pas vraiment leur enfant. Quelqu'un a contacté papa à ce sujet. Je crois que c'était un avocat ou un truc comme ça. Et il prévoit cette révélation depuis. Manon. Le cri perçant de maman a résonné dans la pièce. Éteins ça tout de suite. Mais le mal était fait. Je me suis tourné vers ma sœur. Il y a 3 mois, quelqu'un a contacté papa. Les yeux de Manon se sont écarquillés, réalisant enfin qu'elle avait fait une erreur. Je n'étais pas censé. Qui l'a contacté, Manon? J'ai fait un pas vers elle. Si mes parents biologiques sont morts, qui a pris contact il y a 3 mois? Elle a reculé. Téléphone toujours en train d'enregistrer. Je ne sais pas. J'ai juste vu un email sur l'ordinateur de papa. Un cabinet d'avocats. Quelque chose à propos de fin d'accord et de divulgation obligatoire. Manon, je te jure devant Dieu. Papa s'est jeté sur son téléphone, mais j'ai été plus rapide. Fin d'accord? J'ai bloqué son passage. Quel accord? Quelle divulgation obligatoire? La foule était captivée maintenant. Les commentaires inondaient le stream de Manon. Des milliers de témoins. Il n'y a pas d'accord, a hurlé maman. Elle invente des choses. Manon, dis-leur que tu mens. Mais le visage de Manon me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne mentait pas. Quelqu'un avait contacté mes parents il y a 3 mois. Quelqu'un avec des avocats. Quelqu'un les forçant à divulguer quelque chose qu'ils avaient gardé caché pendant 30 ans. Je me suis tourné vers le coin. L'homme au costume gris s'était rapproché, à 3 mètres maintenant. Ses yeux étaient humides. Et quand je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu quelque chose que j'aurais dû reconnaître immédiatement. Mes yeux. Il avait mes yeux. Vous n'êtes pas mort, ai-je chuchoté. Il a secoué la tête lentement, des larmes coulant sur son visage. Non, ma chérie, je ne le suis pas. Pause, si vous regardez ceci et que vous avez déjà deviné qui est cet homme, laissez votre hypothèse dans les commentaires maintenant. Et si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça vous-même, trahi par les gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement, je veux savoir comment vous avez survécu. Je lis chaque commentaire. Revenons à cette nuit. L'homme s'est avancé et la foule s'est écartée comme la mer Rouge. Permettez-moi de me présenter. Sa voix a rempli la pièce, calme, mesurée, portant une autorité que mon père ne pouvait que feindre de posséder. Sécurité. La voix de papa s'est brisée. Quelqu'un appelle la sécurité. Cet homme est en violation de propriété. Mais personne n'a bougé. Je m'appelle Marc Vernier. L'homme s'est arrêté à quelques mètres de moi. Et je suis le père biologique de Chloé. La salle a explosé. Halètement, cris, 75 téléphones sortant des poches et des sacs. Je ne pouvais plus respirer. Vous. Je l'ai fixé. Vous êtes censé être mort. Elle. À mâchoire de Marc s'est serrée. C'est ce qu'ils t'ont dit? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je n'ai jamais été mort, Chloé.
Sa voix s'est adoucie. J'attends depuis 30 ans. J'attends ce jour. Il ment, a crié maman, son sang-froid volant enfin en éclats. C'est un escroc, un fraudeur. Jacques, dis-leur. Mais papa était figé, le visage couleur de cendre. Jacques. Marc s'est tourné pour lui faire face, et quelque chose de froid est entré dans son ton. Voudrais-tu lui dire la vérité? Où dois-je le faire? Silence. Marc a hoché la tête lentement. C'est bien ce que je pensais. Il s'est retourné vers moi et son expression a changé, est devenue douce, presque tendre. Ta mère biologique s'appelait Catherine. Catherine Dujardin. Nous nous aimions très fort. Quand elle est tombée enceinte de toi, sa famille il a fait une pause, se composant. Sa famille a désapprouvé. Ils l'ont forcé à t'abandonner. Alors comment? Les Delorme ont accepté de t'adopter sous certaines conditions. Ses yeux ont clignoté vers mes parents. Des conditions pour lesquelles ils ont été très bien compensés. J'ai senti le sol basculer sous moi. Quelles conditions? Marc a fouillé dans sa veste et en a retiré une photographie, vieille, légèrement fanée. Une jeune femme avec mon visage, mes yeux, mon sourire. C'était ta mère, a-t-il dit doucement. Et elle t'aimait plus que tout au monde. La femme en jupe crayon, l'assistante de Marc, s'est avancée et lui a tendu un épais dossier beige. Jacques, a dit Marc, sa voix dangereusement calme. Tu viens d'exiger que Chloé rembourse 500 000 € pour le coût de son éducation. C'est exact. La voix de papa était faible, défensive. Chaque centime que nous avons dépensé. Intéressant. Marc a ouvert le dossier. Parce que d'après mes archives, tu as déjà été payé. Il a sorti une pile de papiers et les a tenus en l'air pour que la salle les voie. Des relevés bancaires, des enregistrements de transactions, des douzaines. 1500 € chaque mois pendant 28 ans. La voix de Marc a porté jusqu'à chaque coin de la pièce. Commençant en 1996, finissant juste l'année dernière. C'est plus de 500 000 €, Jacques. 504 000 pour être précis. La foule s'est agitée. La confusion a traversé les proches. Qu'est-ce que c'est, a exigé oncle Gérard. Ce sont des relevés de virements bancaires. Marc a tendu une pile à la table la plus proche. Sentez-vous libre de les examiner. Chaque paiement unique est documenté. Date, montant, numéro de compte. Il a fait une pause. Et la signature de Martine confirmant la réception. Maman a laissé échapper un son étranglé. Toi. Je me suis tourné pour faire face à ma mère adoptive. Tu as reçu de l'argent pendant 28 ans? Elle ne voulait pas croiser mon regard. Réponds-moi. C'était une compensation, a-t-elle finalement hurlé. Pour t'avoir accueilli. Pour avoir élevé l'enfant non désiré de quelqu'un d'autre. Non désiré? La voix de Marc a coupé comme une lame. J'ai supplié de te garder. J'ai supplié de t'élever moi-même, mais ta famille a exigé que j'attende tes 30 ans. Ils ont exigé que je reste à l'écart. Sa voix s'est brisée. Et j'ai accepté parce que je pensais. Je pensais qu'il t'aimerait. Je pensais qu'il te donnerait une belle vie. Il m'a regardé, les larmes coulant ouvertement maintenant. Marc a fouillé dans sa veste une fois de plus. Cette fois, il a sorti une enveloppe. Vieille, jaunie par l'âge, les bords ramollis par des années de manipulation. Ta mère, Catherine, est décédée quand tu avais 5 ans. Sa voix tremblait. Le cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans, mais à la fin il n'a pas pu finir. J'ai senti des larmes glisser sur mes propres joues. Avant de mourir, elle t'a écrit une lettre. Elle me l'a donnée et m'a demandé de la garder en sécurité jusqu'à ce que tu sois assez grande pour comprendre. Il a tendu l'enveloppe à 2 mains comme une offrande. Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier couverte d'une écriture élégante qui m'était étrangement familière, comme une chanson entendue dans un rêve. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, je ne suis plus avec toi. Je suis désolé, mon bébé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu rester. Je veux que tu saches que tu n'as jamais été non désiré. Tu n'as jamais été une erreur. Dès l'instant où j'ai su que tu existais,
tu as été le plus grand cadeau de ma vie. Ton père, Marc, est un homme bon, le meilleur homme que j'ai jamais connu. J'étais trop jeune et trop effrayé pour me battre pour nous, et c'est mon plus grand regret. S'il te plaît, ne lui en veux pas d'être absent. Il te voulait. Il t'a toujours voulu. Vis ta vie avec courage, ma chérie. Sois gentille. Sois forte. Et sache que où que je sois, je veille sur toi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Maman. Je ne voyais plus rien à travers les larmes. La lettre est devenue floue, puis a disparu alors que je la pressais contre ma poitrine. 75 personnes regardaient dans un silence absolu. Et pour la première fois ce soir-là, je ne me sentais pas seul. Je me sentais retrouvé. Je dois dire quelque chose. La voix de tante Odile a coupé le silence. Elle s'est levée, serrant son sac à main contre sa poitrine comme une armure. Odile, assieds-toi. La voix de maman était venimeuse. Non. Odile a secoué la tête, les larmes coulant. J'ai gardé tes secrets pendant 30 ans, Martine. Je ne peux plus le faire. Elle a ouvert son sac à main et en a sorti une petite pile de papiers, froissés, délavés, certains tachés par l'âge. Ce sont des reçus bancaires. Ses mains tremblaient alors qu'elle les tenait en l'air. Chaque mois, Martine me demandait de récupérer les virements en espèces. Elle me disait que ça venait d'une police d'assurance vie. Odile a ri amèrement. Je l'ai cru pendant des années. Je l'ai cru. Martine, je te jure devant Dieu, j'ai découvert la vérité il y a 5 ans. La voix d'Odile s'est renforcée. J'ai vu le nom de Marc sur l'un des transferts. J'ai confronté Martine. Elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit, elle dirait à tout le monde pour. Elle a faibli. Pour mes propres erreurs. Elle m'a fait chanter pour garder le silence. J'ai regardé ma mère adoptive. Je l'ai vraiment regardée et j'ai vu quelqu'un que je n'avais jamais reconnu auparavant. Tu savais, ai-je dit lentement. Tout ce temps tu savais que j'avais un père qui me voulait, qui payait pour s'assurer que l'on prenne soin de moi, et tu m'as laissé croire que je n'étais pas désiré. Le visage de maman s'est tordu. On t'a élevé. On t'a nourri. On t'a donné un toit. Avec son argent. J'ai fait un geste vers Marc. Vous m'avez élevé avec son argent. Et vous m'avez quand même traité comme si j'étais moins que rien. Je me suis levé, enfin stable sur mes pieds. Vous ne vouliez pas 500 000 € de ma part ce soir. Ma voix était froide, claire. Vous vouliez vous débarrasser de moi avant qu'il puisse me dire la vérité. Avant que je découvre ce que vous étiez vraiment. Maman n'avait pas de réponse parce qu'il n'y en avait pas. Papa a fait une dernière tentative désespérée. Chloé, écoute-moi. Sa voix avait changé. Plus douce maintenant, presque suppliante. Nous sommes toujours ta famille. Nous t'avons élevé. Nous t'aimons. C'était juste un malentendu. Un malentendu? J'ai failli rire. Vous avez mis en scène une humiliation publique. Vous avez exigé un demi-million d'euros. Vous avez menacé ma carrière. Vous avez fait diffuser ma destruction par Manon en direct à des milliers de personnes. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un malentendu. C'est une trahison. Mais nous sommes toujours tes parents. Non. Le mot est sorti calme. Définitif. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes les gens qui ont pris de l'argent pour m'élever, puis m'ont traité comme un fardeau. Vous êtes les gens qui m'ont menti pendant 30 ans. Vous êtes les gens qui ont utilisé mon propre anniversaire pour me détruire. Je me suis tourné vers la foule, tous les 75. Je ne demande à personne de choisir son camp. C'est mon drame familial, pas le vôtre. J'ai fait une pause. Mais je dirai ceci. Pas un seul d'entre vous ne s'est levé pour moi ce soir. Pas quand ils m'ont traité d'escroc. Pas quand ils ont pris mes clés. Pas quand ma sœur m'a mis une caméra sous le nez. 75 personnes. Et pas une seule voix pour me défendre. Silence. Les yeux baissés vers le sol. Je n'oublierai pas ça. Enfin, je me suis tourné vers Marc. Monsieur Vernier. Je me suis arrêté, j'ai dégluti. Marc. J'ai besoin de temps. Je ne peux pas juste. Je ne peux pas vous appeler papa. Pas encore.
C'est trop d'un coup. Ses yeux étaient humides, mais il a hoché la tête, comprenant. J'ai attendu 30 ans, a-t-il dit doucement. Je peux attendre un peu plus longtemps. J'ai marché vers la porte. Maman a essayé de me barrer le chemin. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous n'avons pas fini. Si. Je l'ai regardé dans les yeux. Nous avons fini. Je l'ai contourné et je suis sorti de ce restaurant, et je ne me suis jamais retourné. Je n'étais pas là pour ce qui s'est passé après mon départ. Mais Odile m'a tout raconté plus tard. Et le live de Manon, qu'elle a apparemment oublié d'éteindre, a capturé chaque seconde douloureuse. Au moment où la porte s'est refermée derrière moi, la salle a explosé. Jacques s'est retourné contre Martine. Tu savais? Tu savais qu'il y avait de l'argent tout ce temps et tu ne m'as jamais rien dit. Je nous protégeais, a hurlé Martine en retour. Protéger cette famille en me mentant pendant 28 ans? Tu n'as jamais posé de questions. Tu as juste dépensé ce que je te donnais. Les proches se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière. Oncle Gérard a essayé de calmer Jacques et s'est fait bousculer pour sa peine. Tante Odile a calmement rassemblé ses affaires et s'est éclipsée par une porte latérale. Et Manon. Manon est restée figée, regardant son nombre d'abonnés chuter en temps réel. En 24 heures, son live avait été coupé, partagé et vu plus de 2 millions de fois. Mais pas de la façon dont elle le voulait. Famille toxique s'affiche en direct. Pire parent du monde pris en caméra. Fille documente la chute de sa propre famille. MDR. Les commentaires étaient impitoyables. Les marques avec lesquelles elle négociait se sont retirées. Son contenu famille authentique avait soudain l'air très différent dans le contexte. Quant à Marc, il a quitté le restaurant calmement sans confrontation. Il n'avait pas besoin de vengeance. Il était venu avec la vérité, et la vérité avait fait son œuvre. Cette nuit-là, assis seul dans mon appartement, j'ai lu la lettre de Catherine 17 fois. J'ai tracé son écriture du bout des doigts. J'ai regardé la photographie que Marc m'avait donnée. Ma mère a 22 ans riant de quelque chose hors champ. Ses yeux exactement comme les miens. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mais quelque part sous le chagrin, sous le choc et la trahison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Le genre d'espoir qui vient quand on sait enfin qui on est vraiment. 3 jours plus tard, j'ai été convoqué dans le bureau de la directrice de l'hôpital. Je suis entré en m'attendant au pire. Jacques avait promis de détruire ma carrière. Il avait des relations, de l'influence. 15 ans au conseil. Le docteur Stéphanie Dubois était assise derrière son bureau, son expression illisible. Asseyez-vous, je vous prie. Je me suis assise. J'ai attendu. Chloé, je vais être directe. Elle a croisé les mains. J'ai reçu un email de votre père, de Jacques Delorme, exigeant que nous mettions fin à votre emploi. Mon estomac s'est serré. Il prétend que vous êtes inapte au poste de cadre de santé, que vous avez des problèmes de caractère. Elle a fait une pause. Il a aussi joint une vidéo. Il a dit que cela montrerait votre vraie nature. J'ai fermé les yeux. Le live stream. Bien sûr. Je l'ai regardé. Docteur Dubois, je peux expliquer. Chloé. Sa voix était douce. Je vous ai vu vous tenir devant 75 personnes qui essayaient activement de vous détruire. Je vous ai vu garder votre calme, poser des questions intelligentes, et sortir avec votre dignité intacte. J'ai ouvert les yeux. J'ai aussi reçu un coup de téléphone. Elle s'est penchée en arrière. De Marc Vernier. Savez-vous qui il est? Mon père biologique. Il possède 4 cliniques dans le Nord-Est. Elle a souri légèrement. Il a appelé pour me dire explicitement qu'il n'interférerait dans aucune décision d'emploi vous concernant. Il a dit, et je cite, « Chloé mérite de réussir par ses propres mérites, pas à cause de qui est son père. » Je ne pouvais pas parler. Le poste de cadre est à vous, Chloé. Vous l'avez mérité. Le docteur Dubois s'est levé et m'a tendu la main. Félicitations. J'ai serré sa main, traitant à peine l'information. Encore une chose, a-t-elle souri. L'email de Jacques Delorme n'a pas nui à votre cas, mais il a certainement nui à sa réputation. Le conseil a formellement retiré son nom de notre mur des bienfaiteurs.
De petites victoires, mais celle-là faisait plutôt du bien. 2 semaines après la fête, Odile a appelé avec des nouvelles. Jacques et Martine avaient demandé le divorce. Pas à cause de moi, ou pas entièrement à cause de moi. Le soir de la fête, Jacques avait fouillé dans les dossiers personnels de Martine. Il a trouvé plus que les virements de Marc. Apparemment, elle cachait de l'argent depuis des années, des comptes qu'il ne connaissait pas, des achats qu'elle avait dissimulés, une carte de crédit secrète avec un solde de 40 000 €. Il s'avère que votre mère adoptive, planifiait sa fuite depuis une décennie. Odile m'a dit que Jacques lui avait juste donné l'excuse dont elle avait besoin pour partir. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils avaient mis en scène un procès public pour exposer ma trahison. Au lieu de cela, ils avaient exposé la leur. Manon a perdu plus de 20 000 abonnés la première semaine. Les commentaires qui la suivaient partout étaient brutaux. C'est pas la fille qui a live-streamé le traumatisme de sa sœur pour le buzz? Imagine exploiter ta propre famille pour des vues. On ne pourrait pas me payer pour suivre cet humain déchet. Elle a supprimé son TikTok, recommencé à zéro sur un nouveau compte. Aux dernières nouvelles, elle faisait du contenu sur la pleine conscience maintenant. L'ironie s'écrit toute seule. Jacques a essayé de me joindre une fois, un long email qui réussissait à s'excuser tout en blâmant tout le monde sauf lui-même. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi, mais tu dois comprendre la pression que je subissais. Je l'ai supprimé sans répondre. Martine a appelé 12 fois. Je les ai tous laissés aller sur messagerie. Les messages devenaient progressivement plus désespérés. D'abord en colère, puis suppliant, puis larmoyant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas parce que je les haïssais, pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais enfin appris quelque chose qu'il m'a fallu 30 ans pour comprendre. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. On peut seulement y survivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Chloé devrait pardonner à ses parents adoptifs? Commentez à si vous pensez oui, B si vous pensez non, et C si vous pensez que cela dépend de ce qui se passe ensuite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce que j'ai appris dans les mois qui ont suivi a tout changé. Laissez-moi finir l'histoire. Un mois après la fête, j'ai rencontré Marc pour la 2e fois. Pas à son bureau d'entreprise, pas dans un restaurant chic conçu pour impressionner, mais dans un café appelé Le Petit Grain, un endroit minuscule avec des meubles dépareillés et un expresso médiocre. Catherine et moi avions l'habitude de venir ici, a-t-il expliqué, s'installant dans un fauteuil usé, avant que tout ne s'effondre. On s'asseyait dans ce coin exact et on parlait pendant des heures de notre avenir. J'ai regardé autour de moi le papier peint qui se décollait, les cadres photos de travers. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi tu t'attendais? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grand. Marc a souri. Un sourire triste qui le faisait paraître plus jeune d'une certaine manière. L'argent ne règle pas tout, Chloé. Je l'ai appris à la dure. Il a remué son café lentement. J'aurais pu me battre plus fort pour toi. J'aurais pu engager de meilleurs avocats, faire pression sur la famille de Catherine. Utiliser mes ressources pour forcer la décision. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que Catherine m'a demandé de ne pas le faire. Il m'a regardé et j'ai vu 30 ans de regret dans ses yeux. Elle mourait et elle avait peur. Peur que si je poussais trop fort, sa famille t'emmènerait quelque part où je ne te trouverais jamais. Elle m'a fait promettre d'attendre, de faire confiance aux Delorme pour agir correctement envers toi. Ils ne l'ont pas fait. Non. Sa voix s'est brisée. Ils ne l'ont pas fait. Et je ne me pardonnerai jamais de ne pas l'avoir vu plus tôt. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je finalement admis. Je ne sais pas comment avoir un père. Marc a tendu la main à travers la table et a doucement pris la mienne. Moi non plus, vraiment. Il a souri à travers ses larmes. Mais j'aimerais essayer si tu me le permets. Je n'ai pas retiré ma main. D'accord, ai-je dit doucement. Essayons. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. 3 mois plus tard, j'ai signé le bail de mon propre appartement. Ce n'était pas chic, un 2 pièces au 3e étage d'un vieil immeuble avec une cuisine de la taille d'un placard et des fenêtres qui coinçaient quand il pleuvait. Mais c'était le mien. Chaque centime venait de mes propres économies, de mes propres salaires, de mes propres années de sacrifice. Marc a proposé d'aider pour la caution.
J'ai dit, non, j'ai besoin de faire ça moi-même. Je lui ai dit autour d'un café, notre rituel hebdomadaire maintenant. Toujours au petit grain, toujours dans ce même coin. Il a hoché la tête. Je comprends. Et il comprenait. C'était ça le truc avec Marc. Il comprenait qu'aider ne signifiait pas sauver, qu'être un père ne signifiait pas prendre le contrôle. Il s'est pointé le jour du déménagement quand même, pas avec de l'argent ou des déménageurs, mais avec une caisse à outils et une volonté de monter des meubles IKEA. Nous avons passé 6 heures à assembler une bibliothèque. Elle a fini un peu bancale. C'était parfait. Sur mon nouveau bureau, j'ai placé la photo de Catherine dans un simple cadre en bois. Chaque matin, je regarde son visage et je me vois. Je ne parle plus à Jacques, ni à Martine, ni à Manon. Odile l'appelle parfois. C'est la seule de l'homme à qui je parle encore. Elle m'envoie des recettes, demande des nouvelles du travail, ne mentionne jamais la fête. Je pense qu'elle se sent coupable. Je pense qu'elle essaie de se racheter à sa petite manière. Je la laisse faire. Marc et moi nous voyons tous les dimanches maintenant. Parfois on parle pendant des heures. Parfois on reste juste assis dans un silence confortable. J'apprends qui il est, son humour, ses regrets, sa force tranquille. Je ne suis pas encore prête à l'appeler papa, mais je m'en rapproche. Chloé, m'a-t-il dit la semaine dernière. Je n'ai pas besoin d'un titre. J'ai juste besoin de toi dans ma vie. C'était suffisant pour l'instant. C'est plus que suffisant. Avec le recul, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Jacques et Martine ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Une amie thérapeute me l'a expliqué ainsi une fois, Jacques n'était pas mauvais. Il était terrifié. Toute son identité était construite sur le contrôle. Le contrôle de ses finances, de sa famille, de sa réputation. Quand Marc a refait surface, ce contrôle a été menacé. Jacques ne m'a pas attaqué parce qu'il me haïssait. Il a attaqué parce qu'il avait peur d'être exposé. Il a frappé avant que la vérité ne puisse sortir à ses propres conditions. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, mais ça l'explique. Martine était plus compliquée. Elle portait la jalousie comme un second battement de cœur. Jalousie de Catherine, la femme que Marc aimait vraiment. Jalousie de moi, le rappel vivant de cet amour. Chaque fois qu'elle regardait mon visage, elle voyait la fille de la rivale imaginée de son mari. Elle ne s'est jamais liée à moi parce qu'elle ne se l'est jamais permis. Et quand l'occasion s'est présentée de se débarrasser de moi tout en gardant une supériorité morale, elle l'a saisie. Encore une fois, pas une excuse, une explication. Et moi? Quel était mon rôle dans tout ça? Voici la dure vérité. Je leur ai facilité la tâche. 30 ans à vouloir plaire. 30 ans à ravaler mes besoins pour garder la paix. 30 ans à me dire que si j'essayais juste plus fort, aimais plus fort, donnais plus, ils verraient enfin ma valeur. Ils ne l'ont jamais fait. Parce que les gens qui vous utilisent ne veulent pas que vous ayez de la valeur. Votre indignité est ce qui les fait se sentir puissants. J'étais tellement occupé à essayer de gagner leur amour que je ne me suis jamais arrêté pour demander s'ils étaient capables de le donner. Voici ce que je veux que vous reteniez de mon histoire. Si quoi que ce soit, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Si quelqu'un vous fait constamment sentir que vous n'êtes pas assez bien, pas assez reconnaissant, pas assez digne, c'est une information. Écoutez-la. Poser des limites n'est pas une vengeance. C'est du respect de soi. Et parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille qu'on est censé garder. J'ai 30 ans maintenant. J'ai un travail que j'aime, un appartement qui est le mien, un père biologique qui apprend à être présent, et un avenir que j'écris moi-même, un jour à la fois. Les Delorme voulaient me détruire. Au lieu de cela, ils m'ont libéré. Et honnêtement, ça pourrait bien être le seul cadeau qu'il m'ait jamais vraiment fait.